Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Cécile et bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Écoute, je te laisse la main tout de suite pour ton webinaire sur les énergies du printemps en astrologie. Je te remercie de ta Eh ben, participation. moi, je te remercie de m'avoir invitée surtout et de me permettre d'être là et de partager ce moment avec vous. Alors, déjà, bonjour à tout le monde, celles qui sont là et puis ceux et celles qui verront le webinaire en décalé. Donc, je suis super contente d'être présente ici avec vous. Et Cécile, je te remercie de me donner cette opportunité supplémentaire de vous accompagner, de partager avec vous de l'information. Hein. J'espère qu'on va passer un moment agréable. C'est Et en tout cas, sûr. voilà, je vais tout faire pour. Après, on ne Ok. sait jamais. Voilà. Et donc, comme je te le disais, comme je vous le disais, je vais partager de l'information avec vous. Et justement, à ce sujet, voilà, pour moi, c'est important de commencer en posant un cadre qui est bien clair pour définir le contexte. Alors, ça sera peut-être décevant pour certains et pour certaines, mais je ne suis pas prophétesse. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Donc, ce que l'avenir vous réserve, je n'en sais strictement rien. Ça, c'est important que ça soit clair pour vous. En revanche, moi, ce que j'ai fait avant de venir ici, j'ai travaillé justement pour avoir de la matière, de l'information à vous donner sur les énergies telles qu'elles se profilent à un niveau collectif à travers les symboles astrologiques. Et nous, ce qu'on va faire pendant cette heure, c'est qu'on va jouer au jeu des synchronicités. On va regarder à quel point ces énergies qui sont infiniment grandes, elles nous parlent à nous qui sommes infiniment petits et à quel point elles nous révèlent des facettes de nous-mêmes et de l'expérience que l'on a à vivre. Parce que là, l'expérience qu'on a à vivre, évidemment, c'est de contacter de plus en plus de facettes de notre âme ou de notre soi. Hein, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Et voilà, donc aujourd'hui, on va essayer ensemble de lever une petite partie de ce voile et de se rendre un peu plus conscient de ce qui travaille profondément en nous pour nous amener à être de plus en plus nous-mêmes. Donc, voilà, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout est bien clair et que voilà, Oui, c'est si vous très clair. espériez donc de grandes prédictions, il n'y en aura pas. Voilà, ça c'est important que ça soit clair dès le départ. D'accord. Tu parles bien des énergies du printemps Je 2024. parle bien des énergies de ce début d'année absolument et on va aller jusqu'à à peu près la fin du mois d'avril. Voilà. D'accord, merci. Se situer par rapport à cette temporalité qui va de janvier en gros jusqu'à avril, c'est important de remonter un petit peu dans le temps parce que moi, d'après la conception que j'en ai, puis il n'y a pas que moi, hein, le temps, c'est pas une ligne droite, c'est plutôt un cercle, c'est plutôt quelque chose de circulaire. Donc finalement, on pourrait presque imaginer que tout se joue dans le présent, toujours. Et donc là, pour commencer, on va un petit peu remonter jusqu'au mois de janvier. Et depuis ce mois de janvier, si on lève, et surtout depuis la fin du mois de janvier, si on lève les yeux au ciel à partir de la Terre, en étant donc géocentré, on peut avoir l'illusion maintenant que toutes les planètes avancent. Et en astrologie, on dit qu'elles sont en mode direct, en tout cas les planètes qui nous intéressent, nous, hein, à savoir, on appelle les planètes, même les luminaires, on les appelle planètes en astrologie, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Donc, Soleil, Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, excusez-moi, Pluton. non, Saturne, on va les donner dans l'ordre. Ah, Uranus, Neptune et Pluton, voilà. hmm, Donc, on a l'impression qu'elles sont toutes en mouvement direct. Et ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore. C'est-à-dire que jusqu'au 28 janvier, on avait encore une planète dont on aurait eu l'impression, si vous regardez le ciel, vous auriez eu l'impression qu'elle était plutôt en train de reculer un petit peu pour réajuster finalement son mouvement par rapport à celui de la Terre. Et ça s'appelle la rétrogradation. Et donc, il y a toute une partie de l'année où les planètes rétrogradent et une autre partie où petit à petit, elles repassent toutes en marche avant. Et pendant qu'elles rétrogradent, donc pendant qu'on a l'illusion qu'elles reculent, on dit qu'elles travaillent plutôt en souterrain. C'est-à-dire qu'elles dirigent leurs énergies à l'intérieur de nous. Et dans ces moments-là, on est
plutôt tourné sur des transformations intérieures. On est plutôt focalisé sur une transformation intérieure. Donc on réfléchit, on réévalue des choses, on est plus porté à faire des bilans. On a le droit d'agir dans ces périodes. Il n'y a jamais rien d'interdit. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus facile d'agir dans ces moments-là pour rectifier des choses, pour les améliorer, pour préparer le terrain, les actions futures pour les changements à venir. Hein, on est plus dans des phases d'amélioration et, et de bilan, en fait, pour vraiment, après, pouvoir prendre de nouvelles initiatives de façon à clôturer des cycles quand le mode direct revient. Donc, plus il y a de planètes en mode direct, plus les actions se tournent vers l'extérieur, en revanche. Et plus on va être dans une espèce de sentiment d'urgence à agir, à poser des actions concrètes pour faire évoluer les choses vraiment dans le réel, à l'extérieur de nous, négocier des virages, aller de l'avant. Et donc, comme je vous le disais, plus il y en a en mode rétrograde, en revanche, plus on est dans un travail intérieur. Et cette année, le sentiment d'urgence que l'on peut avoir à faire des choses, il va plutôt se porter sur les réformes. Hein, on peut globalement peut-être percevoir cette nécessité de réformer et ça peut être très intense parce que justement, il y a des événements astrologiques importants qui vont dans ce sens-là. Et, et tous les changements qu'on aurait envie de mettre en place cette année, ça peut être vraiment pour faire des trucs assez radicaux. Alors, ça va aussi concerner davantage certains types de signes. Donc, par exemple, si vous avez des planètes personnelles ou carrément le Soleil et la Lune, ça c'est encore plus fort dans les signes d'air tels que Verseau, Gémeaux, Balance, et également dans les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Là, comment dire, même le contexte va vous apporter des éléments. En tout cas, vous aurez plus facilement la perception, hein, vous aurez vous serez davantage éveillé, vous, ou en recherche d'éléments pour rendre ces changements radicaux très concrets. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Vous en avez peut-être entendu parler si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est parce que Pluton est rentré dans le signe du Verseau. Alors, elle y était déjà passée l'année dernière. Là, elle y est revenue depuis le 20-21 janvier. Elle va y rester jusqu'au mois d'octobre. Alors, attendez, j'ai noté les dates exactes. Voilà. Alors, déjà, elle va monter jusqu'au 2e degré du signe du Verseau. Et à partir du 3 mai, elle va rétrograder. Donc, on aura l'impression effectivement qu'elle repart en arrière. Elle va remonter jusqu'au 29e degré du Capricorne. Puis, elle repartira en direct le 12 octobre pour finalement s'installer dans le signe du Verseau pendant une vingtaine d'années à la fin du mois d'octobre, donc le 20 octobre, quelque chose comme ça. Et donc, elle y restera jusqu'en 2044. Et ça, c'est déjà un événement astrologique majeur parce que la dernière fois que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, ça remonte à 250 ans en gros en arrière. Donc, c'était période de la Révolution française et période pré-industrielle. Donc, il y a eu vraiment énormément de changements et au niveau politique et au niveau de l'organisation sociale, au niveau de la façon dont on s'est mis à intégrer des révolutions technologiques déjà pour l'époque. Et comme dans l'astrologie aussi, on fonctionne par analogie, hein, comme je vous disais, par observation de ce qui se passe, et puis on tire des conclusions pour voir comment les choses peuvent aussi se reproduire, mais différemment, parce que la conscience et l'inconscient collectif humain est constamment en évolution. Donc on peut imaginer, présupposer déjà qu'il va y avoir des effets similaires. Et globalement, en fait, ce Pluton en Verseau, il va travailler à niveau collectif, mais ces changements qu'il va réaliser à niveau collectif, ils vont nous questionner aussi, nous, individuellement. Et donc, c'est ça que j'ai envie un petit peu de poser avec vous là tout de suite. Parce que ces questions qu'il va soulever, il va falloir nous les intégrer dans nos consciences individuelles et chercher à y répondre
pour contribuer aussi à cette conscience collective. Et donc, pendant tout ce long transit de Pluton dans le signe du Verseau, on va avoir des questions qui se posent par rapport aux réseaux sociaux, parce que le Verseau est en lien avec cette thématique-là, à la communication, hein, on est dans un signe d'air, bien sûr au progrès technologique, mais aussi aux grands idéaux progressistes, donc que sont par exemple l'écologie, les questions humanitaires, l'éducation des masses, toutes les questions d'éthique. Ça aussi, c'est en lien avec le Verseau. L'expression de la liberté individuelle à travers la communauté, à travers son organisation. Et ces questions-là, il faut les repérer pour soi, vraiment dans notre vie quotidienne. Par exemple, on peut se poser des questions du type quel est l'usage que moi je fais des réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça me fait, moi, intérieurement, d'entendre parler de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que je vis ça? Comment est-ce que j'ai envie de me positionner par rapport à ça? Vous voyez, ce n'est pas juste des notions qui sont détachées de nous. On est chacun et chacune une petite goutte de ce grand océan de conscience. Et donc, intégrer ça en nous et apporter une réponse individuelle aussi, ça a forcément des répercussions beaucoup plus vastes. Et ça a surtout des répercussions, hein, ce transit de Pluton en Verseau, sur notre façon de faire communauté, sur les idéaux qui sont le socle de la communauté humaine. Donc, toutes les découvertes technologiques qui peuvent se profiler, là, se préparer, elles vont forcément avoir un effet, un impact sur l'organisation du vivre ensemble. Et donc, comme je vous disais, voilà, les questions d'éthique, hein, l'éthique, c'est une thématique Verseau par rapport à ces grandes découvertes, eh ben, elles vont se poser et elles vont avoir un effet sur nous tous. Voilà, parce que on parle déjà d'encadrer cette intelligence artificielle, de poser des règles, parce que il faut quand même essayer de garder un vivre ensemble qui soit cohérent avec tout ça. C'est pas simple, quoi. Qui soit fraternel, qui soit soucieux d'égalité. Et ça peut être aussi une période, par exemple, tiens, où le transit de Pluton en Verseau, où on va profondément réformer, pourquoi pas, hein, dans ce sens de vivre ensemble, l'Union européenne. Ça peut être vraiment 20 années durant lesquelles il va y avoir de grands changements à notre façon de concevoir cette Union européenne. Alors, pour vous donner un exemple et pour peut-être mieux cerner, mieux comprendre ce que sont les synchronicités astrologiques et comment elles travaillent, et donc comment travaille Pluton dans le signe du Verseau. Alors, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé justement au moment où Pluton est rentré dans ce signe-là, donc revenu dans ce signe-là, les 20 et 21 janvier. Alors, le Verseau, il est le principal maître du Verseau, on va dire, c'est Uranus. Actuellement, la planète Uranus, elle se trouve dans le signe du Taureau. Et donc, Uranus, on dit qu'elle symbolise tout ce qui est un grand réveil, tout ce qui est le fait de réformer, de révolutionner des choses, de s'individualiser aussi, donc de couper tous les liens qui nous empêchent de continuer à grandir. Dans le signe du Taureau, donc le Taureau, c'est plutôt la forme, c'est plutôt la matière, c'est plutôt l'artisanat, la production, la terre, les travailleurs de la terre, vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc le 21 janvier, Pluton revient dans le Verseau. Qu'est-ce qui se passe? Révolte des gens de la Terre. C'est quand même incroyable. Et quelles revendications ils ont, ces gens-là? Ils veulent de l'équité, de l'égalité dans le traitement de tous les agriculteurs pour une concurrence qu'ils estimeraient, eux, de ce fait, plus loyale. Voilà. Est-ce que je suis claire dans tout ce que je dis? Est-ce que vous avez déjà des questions à poser, des choses, plutôt que de me laisser blablater? C'est très clair. Très, très C'est clair. très clair. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Super. Voilà, et si vous avez des questions, faites-le savoir. Moi, j'ai coupé votre son, mais hein, vous pouvez envoyer des messages tout de suite. Alors, Commencez par me dire. moi, Marie-Pierre, c'est vrai que tu as Oui, donné la réponse finalement. Je m'étais demandé combien de temps Pluton restait dans un signe, mais tu as dit une vingtaine d'années. oui, environ C'est ça? 20 ans, ouais. Hein? Environ Ok, 20 ans, ok, tout à fait. merci. Voilà.
Alors, je vais poursuivre. Mm. Alors, si on revient donc sur ce début d'année, le 20 janvier, il y a eu une conjonction entre le Soleil et Pluton. Et vraiment, les effets de Pluton en transit, hein, c'est la mise en cendre. Et qu'est-ce que la planète met en cendre? Elle met en cendre tout ce qui nous empêche de continuer à se transformer, parce qu'on est en transformation perpétuelle. Hein, c'est pas d'un coup on change. Non, non, non. Je veux dire, la transformation en soi, elle est constante. On ne l'aperçoit pas forcément, mais on est des êtres de changement. Et le rôle de Pluton dans cette transformation perpétuelle, c'est de nous mettre face justement à nos empêchements à la transformation. Donc tout ce qu'on a gardé sous le tapis, tu vois, qu'on s'est caché à nous-mêmes, qu'on n'a pas regardé, enfin notre ombre en fait. Hein, voilà, on va appeler un chat un chat. Et ben lui, il nous met le nez dessus. Voilà. Et notamment quand il y a le soleil, donc qui vraiment symbolise la conscience, hein, qui rencontre Pluton. Ben là, voilà, on voit bien tous ces empêchements à changer, à continuer à se transformer, tout ce qui est toxique. Et, et presque on pourrait dire que l'année, finalement, elle commence au moment où il y a cette rencontre entre le Soleil et Pluton. Là, on repart vraiment sur un nouveau cycle solaire, sur un être solaire nouveau. Donc, bon, on situe aussi le début de l'année astrologique au point vernal, c'est-à-dire au bélier, hein, au moment où le Soleil rentre en bélier. Mais quand même, ce début d'année, là où le Soleil est transité, enfin, transite Pluton, passe sur Pluton, eh ben, il y a un vrai renouveau, il y a une mort et une renaissance symbolique qui s'opère. Donc, on peut voir les schémas de pensée toxiques, les modes d'action toxiques, les liens toxiques. Bon, ça, on le voit aussi parce qu'après, il n'y a pas eu que le Soleil qui est passé par Pluton, il y a eu Vénus, Mars, Mercure, hein, ont traversé aussi la planète. Donc là, on a vraiment eu une espèce d'épreuve du feu, quoi. Voilà, il y a eu une mise en cendre euh, symbolique de Pluton pour toutes nos fonctions personnelles. Et on remonte là comme une espèce de nouveau-né. Mm. Et il y a tout à refaire ou tout à faire en tout cas. Mm. Et ces moments de contact avec Pluton, ils sont pas simples parce que vraiment Pluton, pour nous faire une espèce de choc qui nous fait aboutir à des changements, il nous montre des situations, il nous permet de voir des situations qui nous mettent dans des peurs vraiment archaïques, quoi, des angoisses de vie, de survie profonde. Alors même si on ne va pas se le formuler comme ça, hein, on va se retrouver dans des circonstances où on va avoir des pensées qui nous font remonter des angoisses, mais en réalité, ce qui est mis en branle dans ces moments-là, c'est l'instinct de survie, c'est des peurs profondes, c'est je vacille vraiment au plus profond de moi-même. Et le travail auquel il nous invite, Pluton, c'est un travail de deuil. Voilà, c'est un travail de deuil parce que il faut vraiment lâcher les vieilles peaux, là, les vieux trucs, les vieux machins, et toutes ces choses qui n'ont pas été digérées euh, et qui vont remonter. Vous voyez, dans ces périodes de conjonction répétées à Pluton, bah, là, on lâche, on accepte ce qui est passé, on fait le deuil, on clôture aussi des deuils qui n'ont pas été faits précédemment pour progressivement laisser une nouvelle facette de soi rayonner. Alors ça, tous ces transits là de planètes personnelles sur Pluton, ils se sont faits entre janvier et fin février. Donc, alors vous allez me le dire parce que moi, pour moi, c'est important que vous me disiez comment est-ce que ça résonne ça pour vous. Mais probablement que depuis début mars, puisque là les planètes s'éloignent de plus en plus de Pluton, il y a des choses qui se délient un peu et que bon voilà, si vous avez traversé des phases un peu d'angoisse comme ça, avec des peurs archaïques qui sont remontées. Là, c'est en train peut-être de se détendre un peu. Hein, ça s'apaise peut-être un peu. Est-ce que ça vous parle, ça, à vous? Et donc, voilà, pour moi, quand même, depuis le mois de mars, il y a des choses comment dire, qui se délient un peu, qui s'apaisent certainement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette période, il y a eu une conjonction entre Vénus et Mars. Donc, Vénus, c'est ce que j'aime, c'est la manière dont je me relie aux autres, c'est ce que je désire,
c'est mes désirs. Et Mars, c'est l'action, c'est la façon dont moi j'agis, les actions que je mets en place pour justement aller au bout des désirs de Vénus. Hein, voilà, si je schématise un petit peu la symbolique des deux planètes. Et elles étaient toutes les deux dans le signe du Verseau aussi. Et elles se sont retrouvées en conjonction après avoir dépassé Pluton, après être passées par Pluton. Et alors, les conjonctions, il faut savoir que c'est vraiment des aspects astrologiques euh, qui ont en quelque sorte la puissance énergétique d'une graine. Donc, vous voyez un peu la force de vie qu'il y a dans une graine. Hein. C'est la graine, elle contient toute la vie, quoi. Elle contient cette force immense qui va déjà éclater la petite coque et puis qui va sortir, jaillir de la terre, qui va donner une plante qui va être 1000 fois plus grande que ce petit bout de vie, quoi, qu'est la graine. Et c'est donc une énergie qui demande à jaillir, qui n'a pas encore d'existence propre, et qui est chargée de ce fait de pas mal d'impulsivité. Et pour moi, ce que cette conjonction Vénus-Mars qui a duré, là, qui est en train de se défaire en ce moment, elle symbolise, c'est finalement après avoir traversé cette partie un peu ombre de nous-mêmes. Donc, ça corrobore à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on a envie de se mettre en route, on a peut-être quelque chose qui bouillonne. Là, tu vois ce que tu disais, Annie, tu sens qu'il y a des choses qui essayent de se libérer, de se mettre en place. Et justement, c'est ça, c'est ce petit truc en germe, là. On n'a pas encore de clarté sur ce qui va éclore, mais on sent qu'il y a quelque chose qui voudrait éclore. D'autant que dans la continuité de cette conjonction, il y a un carré donc, qui s'est formé entre Mars et Uranus. Et ce carré, il est encore d'actualité en ce moment. Il va l'être encore jusqu'au 17 mars. Et alors, c'est un carré décroissant, mais un carré, c'est quand même un aspect de tension. Donc, c'est un aspect dynamique qui intérieurement se traduit par une sensation de tension. Et ça veut dire que même déjà collectivement, on se sent acculé à faire quelque chose. On a un sentiment d'urgence à vouloir tourner une page. Alors moi, je suis un petit peu l'actualité, vous voyez, mais ça me résonne personnellement. Là, il y a le président Macron qui a dit que il parle de ça, d'envoyer des troupes en Ukraine, etc., parce qu'il se dit que la guerre en Ukraine ne va pas se terminer. Et moi, ça me résonne tout de suite comme ça, hein, en lien avec ce carré Uranus-Mars. Il faut finir quelque chose, et pour finir quelque chose, il faut passer à une action un petit peu plus dense, un petit peu plus intense. Je n'ai aucun jugement à émettre sur ça, hein, simplement je recherche comment ça fonctionne en miroir avec ce qu'on vit collectivement. De manière individuelle aussi, on peut parler quand même de ce carré entre Uranus et Mars comme de quelque chose de très libérateur et quelque chose qui nous porte à une affirmation de soi, quelque chose qui veut nous libérer. Hein, il y a une énergie de tension très forte et c'est une énergie qui va plutôt nous porter à ne pas nous en laisser compter, qui nous dit peut-être on n'a plus de temps à perdre avec ce qui entrave notre liberté. C'est toujours un peu le truc, la sécurité versus liberté. Et si on n'a pas les mains libres, si on se sent encore à la merci de quelque chose d'extérieur, voilà, c'est une énergie qui n'est pas toujours simple à gérer et on peut avoir des réactions impulsives comme ça de se débarrasser des boulets, quoi. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a tendance à interpréter comme étant des boulets. Et tout ça, hein, je vous dis, il faut toujours l'inscrire dans cette continuité hop, les planètes, elles ont rencontré Pluton, on voit ce qui bloque. Et après ça, on bénéficie donc de cette énergie très très forte de la conjonction Mars-Vénus. Puis après Mars, euh, donc il y a quelque chose en germe. Et puis Mars, il se met en carré à Uranus. Donc bon, s'il reste encore comment dire, des petits cailloux dans les chaussures, quoi, on a envie de les envoyer valser complètement. Hein, là, c'est une énergie à gérer. C'est une énergie c'est une énergie libératrice, mais voilà. Elle demande à être canalisée. Tiens, tu l'as dit, Annie, ce mot-là m'a parlé et je peux le réutiliser là. C'est quelque chose qui demande à être canalisé parce qu'effectivement, ça peut être source de grande libération.
Alors après ce carré, la Mars-Vénus, donc pardon, Uranus-Mars, qui peut voilà, nous toucher dans le sens de terminer quelque chose pour vraiment nous libérer et avoir les mains de plus en plus libres. Bah, les planètes, elles sont les planètes personnelles, hein, vraiment là je parle des planètes personnelles, donc je répète, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure, elles se sont élancées dans le signe des Poissons. Et là, dans ce signe des Poissons, vous savez peut-être qu'actuellement, il y a Saturne qui est dans le signe des Poissons. On en parle depuis un moment. Elle continue son chemin là-dedans. Elle reste à peu près, Saturne, 2 ans et demi dans un signe. Et donc, dans ce signe des Poissons, Saturne, déjà, Saturne, dont toi tu disais, c'est la solitude. Hein. C'est bon. Moi, je ne vois pas trop les choses comme ça, mais pourquoi pas? On peut aussi c'est important de voir comment les choses nous parlent à nous. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Saturne, ça nous parle de la forme. Vraiment, c'est la matière, c'est l'incarnation. Et aussi, quand elle se trouve dans le signe des Poissons, bah, ça va être notre façon de changer de forme. Et vraiment, en étant dans ce signe-là, c'est ce à quoi elle nous incite profondément, c'est faire un changement de forme, dissoudre une forme ancienne en soi, dans un cadre ancien. Et avec l'eau des poissons, cette dissolution, elle se fait par couches successives. Et alors, c'est un processus irréversible, c'est assez complémentaire du travail que fait Pluton, Neptune. Mais c'est plus, comment dire, c'est moins, c'est moins visible en fait, parce que la dissolution, vous voyez, c'est les vagues qui passent sur un rocher ou sur un bout de verre. On le voit se dissoudre progressivement, mais c'est pas direct, quoi. C'est pas comme une mise en cendre où tout de suite tout crame. Non, là c'est vraiment très 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 progressif. Les choses se délitent progressivement. Et au terme de ce transit de Saturne en Poisson, dans la maison hein, où Saturne passe par rapport à votre thème astrologique à vous, eh bien, on va accoucher d'une nouvelle forme, d'un nouveau cadre. Alors, le Soleil, il a rencontré Saturne le 19 février, je crois. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompée là au niveau des dates. Bon, Soleil, Mercure en tout cas sont passés les premiers à travers Saturne. Et puis là, courant mars-avril, c'est les autres planètes personnelles qui vont aller à la rencontre. Attendez, je suis en train de m'embrouiller, excusez-moi, parce que j'ai pris des notes sur les dates et je crois que je me suis trompée. Je vous prie de m'excuser. Voilà, on va en revenir à Saturne pour pas que je me mélange et que je ne perde pas le fil parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Mais en tous les cas, voilà, on a aussi à travers la rencontre avec Saturne, peut-être par rapport à la nécessité de créer une nouvelle forme, hein, enfin en tous les cas d'en dissoudre une, il y a une prise de responsabilité à faire. Hein, parce que Saturne, vraiment, elle nous met dans la réalité aussi, dans la forme, sous toutes ses formes, dans le réel. Et ça peut être aussi une période justement où on va avoir des prises de conscience sur si vraiment je veux changer, si vraiment je veux transformer, si vraiment je veux aboutir à une nouvelle forme de moi-même ou qui va s'exprimer dans un des domaines de vie que sont peut-être le travail, qui est peut-être la famille, qui est peut-être le lieu de vie, voilà. Quelles sont les responsabilités, en gros, que moi je dois prendre pour arriver à faire ça? C'est un petit peu ce que Saturne euh, nous propose de voir. C'est ce à quoi il nous invite, ce à quoi la planète nous invite. Ça vous parle un peu ça aussi, ou d'avoir tout à coup pris une notion d'avoir repris la réalité dans la figure en quelque sorte et de vous être dit, bon, ok, alors si je veux que les choses changent, il faut que je retrousse mes manches et il y a du boulot, quoi. Alors, pour se repérer à travers tout ça, euh, il y a quand même une espèce de boussole. Une boussole, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'axe des nœuds lunaires. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cet axe des nœuds lunaires?
Tu nous Alors, en as Non. parlé un tout petit peu dans, oui, j'en ai parlé, voilà, voilà, c'est avec ça. la queue du dragon et la tête du dragon, mais c'est C'est tout, ça. hein, Ça, c'est dans le thème natal. C'est vrai que dans le c'est ça. moment où on est, évidemment, il s'oriente d'une certaine façon. Et au niveau collectif aussi, bah, cet axe, voilà, tous les 1 an et demi à peu près, il change de signe. Il met à peu près 19 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Alors, précisément, au niveau astronomique, ce qu'est l'axe des nœuds lunaires, eh ben, ce sont les deux points en fait où l'orbite de la Terre qui tourne autour du Soleil et l'orbite de la Lune qui tourne autour de la Terre se croisent. Et le point qui va montrer la direction du Soleil, on va l'appeler le nœud nord, et celui qui montre la direction plutôt vers l'extérieur du système solaire, ça c'est le nœud sud. Donc peut-être que si vous vous intéressez un peu à l'astrologie traditionnelle, vous aurez entendu parler de la tête du dragon et de la queue du dragon. Effectivement, j'en ai parlé dans l'article que j'ai écrit pour Sol Éphéméris. Euh, et c'est vraiment quelque chose comme ça, en transit, d'accord, hein, tous les 1 an et demi, qu'on peut envisager comme une espèce de boussole. C'est-à-dire le nœud nord, il va nous montrer une direction, un signe dont on a quelque part à rechercher les qualités ou à exprimer les qualités d'une nouvelle manière pour pouvoir continuer une évolution personnelle et collective. Alors depuis le mois de juillet 2023, cette boussole, elle nous montre les qualités du bélier. C'est-à-dire que le nœud nord, il est dans le signe du bélier et le nœud sud, il nous montre la balance. Donc ça veut dire finalement qu'il faudrait quitter une certaine qualité d'énergie de la balance pour aller se propulser vers vers un bélier en fait, mais à haute vibration. Alors le bélier, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'énergie des commencements. C'est le premier signe du zodiaque, hein, donc c'est l'énergie d'un début. Il y a énormément de puissance, c'est une puissance de feu. Et dans le bélier, il y a tout ce qui va être je prends des initiatives. C'est tout ce qui va être comment je mobilise finalement mon feu intérieur, mon feu créatif et même intuitif, quoi, parce qu'à très haute vibration, le bélier, c'est vraiment l'intuition. Comment je le mobilise? C'est un peu le focus que nous invite à faire le bélier. Donc, si depuis l'été 2023, vous vous êtes retrouvé dans des situations dans le cadre d'une relation, par exemple, parce que on est sur l'axe bélier-balance, donc la balance, elle nous ramène à tout ce qui va être l'autre, l'altérité. Donc, si dans le cadre d'une relation de couple, dans le cadre d'une relation professionnelle, ou n'importe quelle situation famille, voilà, amitié, où vous vous êtes senti acculé à vous positionner, voilà, à dire non, à mettre des limites, ou alors à rappeler que vous existez, et ben c'est normal. Voilà. Ça, c'est l'appel du nœud nord au niveau collectif. Donc peut-être vous pouvez regarder, c'est une espèce de petit, si vous voulez reprendre vos thèmes, là, les cartes que vous avez rentrées, enfin les cartes que vous ont données AstroThème, vous pouvez rebasculer sur cet écran-là pour regarder le nœud nord sur votre carte. C'est une espèce de petit dessin. C'est une espèce de cercle avec deux petites boules en bas, et une petite boule au centre. Est-ce que vous arrivez à le repérer? C'est écrit en gris clair. Oui, Vous arrivez à le voir? oui, oui. Ouais, voilà. On doit te dire ce que c'est Pas ça? forcément. Par contre, vous pouvez regarder, vous arrivez à repérer le signe du bélier? On peut en parler après aussi, si vous voulez. Mais le signe du bélier, vous le voyez, il est en rouge sur votre thème natal. Alors, la flèche, c'est le Sagittaire. L'espèce de rond avec une queue là, un peu ondulée, ça, c'est le Lion. Par contre, le bélier, il y a un trait central et deux petits traits qui se recourbent sur le côté. Vous le voyez, le bélier, c'est bon? Oui, oui. Oui, Voilà. Et en ce moment, eh bien,
c'est cette direction-là que vous montre l'axe des nœuds lunaires en transit. Il vous montre cette direction-là. Alors, je vous ai parlé, voilà. Donc, de Chiron aussi, je vous en ai parlé. Alors, ce qui va se passer aussi là dans le printemps, alors là, c'est pareil, il va falloir être attentive à ce qui se passe. Parce que maintenant, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'avenir. Et c'est juste, moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est peut-être vous pouvez les noter, ces périodes. Ça pourrait être pas mal. Parce que c'est des moments où ils peuvent venir à notre conscience des choses vraiment, vraiment parlantes, hein, pour aller dans le sens de cette énergie bélier là dont je viens de vous parler. Parce que bientôt, le soleil va rejoindre le nœud nord. Il va rentrer dans le bélier là très bientôt. Et comme le nœud nord est dans le signe du bélier, il y a un moment où le soleil va se mettre en conjonction à ce nœud nord. Et en plus, 3 jours après, donc ça sera le 5 avril. Ça, vous pouvez déjà l'écrire si vous en avez envie, le 5 avril prochain, 2024. Et 3 jours après, le 8, il y a une éclipse solaire. Alors, on ne va pas la voir dans notre coin. Normalement, c'est plutôt sur le continent américain. Voilà, plus à l'ouest. Mais quand même, c'est la période des éclipses, le moment où le soleil rejoint l'axe des nœuds lunaires. Et puis, un peu avant ça, le 25 mars, pardon, il y a une éclipse lunaire, une éclipse pénombrale, on dit parce que la Lune, elle passe dans la pénombre de la Terre. Et donc, c'est cette période-là, entre le 25 mars et le 5 avril, où finalement Soleil et Lune se retrouvent sur l'axe, la queue et la tête du dragon. Et ben, c'est des moments où il y a... Alors, dans l'astrologie traditionnelle, on dit que les périodes d'éclipse, c'est des périodes néfastes. Tout, il y a les épidémies. Ouais. C'est vraiment le festival des mauvaises nouvelles. Voilà, évidemment, ici, on ne va pas dire ça. On va dire par contre qu'il y a une tension maximale énergétique autour de ces énergies bélier-balance. Alors, le bélier, bien sûr, c'est notre combativité, voilà, c'est notre envie de nous positionner, de nous mettre en avant. Et c'est vrai que là, entre le 25 mars on va dire le 8 avril prochain, ça va un petit peu condenser comme une espèce de nœud énergétique ou un moment un peu paroxystique. Euh, il faut être attentif dans ces périodes, finalement, aux événements qui vont se produire. Hein, on dit souvent que quand voilà, le Soleil ou des planètes rencontrent les nœuds lunaires, que ce soit le nœud sud ou le nœud nord, ce sont des déclencheurs événementiels. On parle aussi de rétribution karmique. Donc, on l'associe en quelque sorte à une sorte de fatum. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, regardez ce qui se passe parce que finalement, là on va vous montrer des choses. Vous allez être capable de voir des choses euh, qui vont vous permettre peut-être de faire des grandes bascules, quoi, des grands changements, d'opérer des grands changements. Hein, donc, ces périodes-là, vous pouvez les noter. 25 mars, éclipse lunaire, pénombrale. 5 avril, soleil conjoint nœud nord et 8 avril, éclipse solaire. Donc, c'est une période où là, bon, il peut y avoir pas mal de trucs qu'on voit, qu'on comprend, qui se manifestent, des contextes qui nous permettent vraiment de nous projeter individuellement. C'est OK? Tu peux donner un exemple? Je ne sais pas si tu auras un Non, je exemple. ne vais pas en Non. donner. Je vais vraiment laisser à chacun. Non, parce que ce que je veux dire, c'est est-ce que ce sont des événements très extérieurs ou au contraire des événements dans notre vie? Non, c'est plutôt des Tu as événements l'air de dire extérieurs. que c'est des Pardon, oui, choses oui, c'est des extérieures. choses extérieures. Oui, oui, ce sont des choses extérieures. D'accord. Là, on Mais à parle un vraiment pas niveau de, collectif ou c'est pas que personnel? des choses qui se jouent intérieures. Bah, ça va avoir forcément des répercussions intérieures. Mhm. Oui, Bien sûr, bien sûr. ça peut être à niveau collectif, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou C'est à personnel. niveau collectif, c'est toujours à niveau collectif à la base. Et après, c'est D'accord. comment ça agit sur soi, sur notre D'accord. conscience. Tu vois, Et parce qu'on n'est pas une seule petite chose là isolée, on est toujours dans un océan global. Donc, mhm. Et tu veux dire que ça va toucher en nous des choses qui concernent le bélier et la balance. oui. Oui.
Ok, ok. Mm. Ça peut être, par exemple, bon, je vais quand même donner des exemples, tu vois, mais comme on est directement en lien avec le bélier, ça peut être ce qu'on appellerait en quelque sorte des rétributions karmiques, c'est-à-dire des fruits d'actions passées qui, là, d'un coup, nous permettent de nous mettre particulièrement en avant. Ça peut être ça. Ok, Tu ok, vois, donc ok. être attentif à ça. Tiens, paf, là, ok, cette opportunité-là qui se présente, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Eh, ça vaudrait le coup de la suivre parce que là, tu vois, je peux vraiment rentrer dans quelque chose de l'ordre de mon affirmation personnelle. D'accord, Voilà, merci. d'une sensation d'aboutissement, de réalisation personnelle. Ouais. Ok. Donc, on arrive tranquillement mais sûrement au mois d'avril. Alors, vous en avez sans doute entendu parler, je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, la fameuse Conjonction. conjonction Jupiter-Uranus. Voilà. Alors, cette année, on a quand même pas mal de trucs, hein. On avait le nœud nord conjoint Chiron. Et maintenant, on a Pluton qui est rentré en Verseau, enfin, qui fait un aller-retour, quoi, encore là, une bonne partie de l'année. Et puis, il y a la magistrale conjonction Jupiter-Uranus. Donc, ça, c'est très beau. C'est très beau parce que ça se produit que tous les 14 ans en moyenne. Je crois que la dernière fois, d'ailleurs, c'était dans le signe du Bélier. Et c'était courant 2010. C'était entre Bélier et Poisson, d'ailleurs. Elle était un peu le cul entre deux signes. Et là, cette année, par contre, elle va être franchement dans le signe du Taureau. Alors, voilà, j'ai pris quelques notes. Je vais vous les livrer pour ne pas me perdre et partir dans tous les sens. Donc, alors déjà, elle va avoir lieu sur le degré 22 du Taureau. Bon, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure du transit d'Uranus en Taureau. Donc, il y a une espèce de réveil à opérer ou de réforme à réaliser avec la planète, hein, Uranus, donc le grand éveilleur, le révolutionnaire aussi, dans une certaine... voilà. Et, et donc, il y a quelque chose à faire avec ces énergies de taureau, à les réformer. Le taureau, c'est la forme, comme je vous l'ai dit, c'est la matière. Ça peut être aussi la valeur des choses, donc l'argent. C'est la production. Euh, et c'est donc une conjonction, hein, par voie de conséquence, qui va entraîner des réformes importantes. Bah, peut-être au niveau collectif, il y a des questions qui vont se poser par rapport aux finances de l'État. Ça pourrait être ça, vous voyez, la manière de produire les choses à niveau national. Ça pourrait induire des changements. Alors, ils vont se déployer sur les changements. Vraiment, l'action, elle se déploie sur les 7 années suivantes. Après, on arrive en phase de pleine lune. Donc là, on fait un peu en quelque sorte le bilan des transformations. Après, on rectifie le tir avec les aspects décroissants. Mais c'est vrai que c'est un aspect astrologique qui appelle de toute façon des réformes importantes. Hein, que ça soit au niveau collectif ou au niveau personnel. Alors, ce qui est notable aussi, c'est que là, pendant un bon moment, Jupiter et Uranus, elles étaient en phase balsamique, les deux planètes. Elles étaient donc sur la fin d'un cycle précédent de 14 ans, donc qui avait commencé en 2010. Et la phase balsamique, c'est un peu la phase avant la conjonction, et c'est une phase qui nous incite vraiment à terminer un bilan. Alors, on fait le bilan. Et puis, ça a duré un moment, ce truc-là. Donc, peut-être aussi que les difficultés à poser des choix, ça peut venir de ça. Vous voyez, si c'est dans votre thème, si cette phase balsamique, elle avait beaucoup d'influence, ça vous a fait faire le bilan, et on refait le bilan, et on refait le bilan, et on rectifie à chaque fois le tir. Bon, ça peut faire un peu comme ça, pédaler. On agit, mais bon, on voit que ça ne marche pas. Et vous voyez, ça peut faire un truc un peu comme ça. Alors ça se termine et ça va se terminer donc cette année. Alors est-ce que j'ai noté la date? Je crois que c'est le 20 avril ou le 21. Donc ça va se finir. Conjonction, donc nouvelle petite graine pardon, qui est semée et qui va donc se déployer comme ça sur 14 ans. Alors, ce que j'avais envie de partager ici avec vous, c'est la définition que donne Dan Rudyard de cette...
enfin en tout cas une interprétation possible de cette conjonction Jupiter-Uranus. Alors Dan Rudyard, il dit que chaque fois qu'Uranus entre en conjonction avec Jupiter, il y a une nouvelle tendance à une transformation sociale, culturelle, religieuse et psychologique qui commence dans le monde. Donc c'est pas rien, hein. Et on va pouvoir accrocher les wagons avec ce qui se passe, hein, notamment, bon, c'est une année où voilà, il y a cette inscription de l'IVG dans la Constitution là, qui est en cours. Ça, c'est à la fois très, très thématique verso, mais aussi c'est quand même assez révolutionnaire, comme c'est quand même une sacrée transformation dans l'organisation sociale. Alors, Dan Rodiard poursuit avec, à ce moment-là, des changements dans les conditions du monde deviennent nécessaires et tout le monde doit y participer. Donc, non seulement il y a des transformations sociales, mais en plus, chacun individuellement a sa part à faire pour réintégrer ça personnellement, le digérer et le rendre collectif. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a, sur le plan social et sociétal, il y a des idées nouvelles à partager. Euh, il peut être question aussi de se libérer du regard social sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a envie de faire, hein, de se positionner pour devenir son propre guide. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui se répètent là depuis le début là, de cette analyse. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui convergent, hein, entre le nœud nord en bélier, voilà, le transit les transits sur Pluton, Saturne, Neptune. Voilà, il faut vraiment, c'est une année de libération individuelle et collective, quoi, 2024. Une année de mouvement aussi. Et donc, à travers cette conjonction Jupiter-Uranus, bah, y a des idées nouvelles qui émergent. Alors là aussi, regardez votre carte, si vous arrivez à vous remettre dessus, et vous allez regarder dans quelle maison tombe. Alors, vous allez regarder le signe du taureau pour commencer. Vous avez repéré le signe du taureau, c'est un petit rond, alors il est couleur marron-vert un peu. C'est bon, vous le voyez? Oui, oui. Voilà. Et donc, dans ce signe du taureau, vous voyez qu'il y a deux traits. D'abord, il y a les deux grands traits là qui encadrent le taureau. Puis, à l'intérieur, il y a plein de petits traits. Et il y a deux traits un peu plus grands. Et il y a trois traits un peu plus petits. Alors, le trait un peu plus grand à l'intérieur du taureau, c'est le 10e degré. Mhm. Le deuxième trait un peu plus grand, c'est le 20e degré. Et là, vous pouvez compter deux petits traits, les tout petits. Et donc, c'est à cet endroit-là précisément que va se situer la conjonction Jupiter-Uranus dans votre thème. Et regardez le numéro qui est en dessous de ces deux petits traits, 22 degrés. Si cette conjonction se produit dans votre maison 1, donc dans la maison de l'ascendant, c'est en lien avec ce que vous êtes vous en société, votre personnage, votre persona, quoi, votre personnalité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la personnalité à réformer, à révolutionner, à libérer. Hein, c'est vraiment la personnalité qui est touchée. Et on peut aussi se trouver dans des situations de croissance personnelle en tant que soi-même, à déployer là sur les 7 années une mise en avant de ce qu'on est. Donc pourquoi pas une forme de popularité par rapport à notre personnalité, à notre, ou en tout cas de reconnaissance de ce que l'on est. Et cette reconnaissance, elle est plutôt vécue sur un plan social. Et ça peut aussi, parce que vraiment Jupiter-Uranus, c'est quand même une grande libération, donc ça peut vraiment nous libérer d'entraves euh, pour être ce qu'on est, pour exister, des choses qui nous empêchaient d'exister. Donc ça peut vraiment, c'est que notre conscience, elle a besoin de se manifester sur un plan social nouveau. Et voilà, et donc on accroît notre façon d'être. On a besoin d'accroître notre façon d'être dans le monde. Dans la maison 2, bah justement, on vient de le dire, nos acquis sont remis en question, c'est-à-dire que tout ce qu'on a eu l'habitude de faire, ou pourquoi pas aussi nos héritages passés, nos conditionnements familiaux, bah, on peut avoir aussi porté une réflexion sur ce qu'on est capable de faire, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents. On est en recherche de nos dons et de nos talents personnels, hein, comme on vient de le voir avec Annie.
pour accéder à une nouvelle phase de croissance par rapport à ça, par rapport à nos dons innés, et chercher à les révéler, à se révéler à soi-même et à révéler au monde de nouveaux talents. Et forcément, ça peut représenter, si on arrive à bien faire le boulot par rapport à ça, à bien identifier, à comprendre, à sentir ce qu'on a envie d'apporter au monde, ça peut provoquer un accroissement des revenus. Alors, dans la maison 3, alors là, ça va plutôt être relié à notre environnement proche, ce qui va être voisins, cousins, amis aussi, les amitiés. Déjà, ça peut peut-être nous engager à changer d'environnement proche. Voilà, on a envie de se libérer d'un certain entourage et de révolutionner, enfin de réformer notre entourage pour accéder à un entourage qui finalement va mieux nous renvoyer ce que l'on est devenu aujourd'hui, donc de faire de nouvelles rencontres. Euh, mais ça peut être aussi par rapport à notre façon de communiquer, puisque la maison 3, c'est de ce champ d'expérience-là dont elle parle, c'est en lien avec la communication et toute forme de communication, pas seulement la parole, ou non, c'est un danseur, il a une maison 3 importante, souvent un dessinateur aussi, voilà. Quelqu'un qui écrit, il a une maison 3, il a souvent, c'est une maison, un champ d'expérience qu'il a à vivre, dont il a à faire justement l'expérience, un domaine dont il a à faire l'expérience. Ça peut aussi nous révéler une envie de se former. Ça peut nous révéler une envie d'écrire un livre, d'écrire quelque chose qui va avoir un impact social, sociétal. Donc en tout cas, ce qu'on fait, quoi qu'il arrive avec cette conjonction Jupiter-Uranus, ça nous ouvre de nouvelles perspectives sociales. Voilà, ça c'est quelque chose à comprendre, quelle que soit la maison dans laquelle ça se passe. Ok, on travaille individuellement, mais parce que derrière, ça ouvre des nouvelles perspectives sociales. Dans la maison 4, alors là, c'est nos bases qui sont touchées. Alors nos bases, ça peut être notre foyer, ça peut être notre lieu de vie, ça peut être notre communauté, globalement. Et il y a un besoin de renouvellement profond dans ces domaines, de réforme, peut-être de changement de racines, ou de changement ou de faire évoluer notre communauté, les gens avec lesquels on vit, voilà, qu'on considère être notre foyer, notre base, notre ancrage. Donc pourquoi pas, ça peut révéler une envie de déménager et puis nous aider à la concrétiser. Euh, et, et aussi, ça peut liquider en fait tout ce qui aurait eu tendance par le passé, ça peut nous aider à liquider tout ce qui aurait eu tendance par le passé à entraver un véritable enracinement dans notre terre, dans notre communauté. Voilà, tout ce qui empêche un ancrage profond, ça peut le dégager. Dans la maison 5, bon là c'est en lien avec les thématiques de la maison 5, alors pourquoi pas un coup de foudre, une envie de coup de foudre et voilà, une rencontre amoureuse vraiment qui va révolutionner notre existence. Ça peut aussi être en résonance avec une envie de créer de nouvelles manières, ça nous ouvrir de nouvelles perspectives créatrices. Euh, Pourquoi pas une naissance? Voilà, on a envie de tomber enceinte, on tombe enceinte et ça bouleverse tout. Et aussi, la maison 5, c'est quand même le fait de se retrouver sur le devant de la scène. Donc, on peut partir à la recherche d'un nouveau public. Si par exemple on est acteur, comédien ou pourquoi pas enseignant, conférencier, là on peut être vraiment voir de nouvelles perspectives s'ouvrir pour se déployer face à un nouveau public et de ce fait obtenir une forme de reconnaissance. Euh, mais la maison 5, ça reste quand même assez... le public, ça peut être une salle de classe, vous voyez, c'est pas forcément un public national ou international. Alors, si c'est dans la maison 6, on a cette conjonction Jupiter-Uranus, et ben, ça va être au niveau de nos opportunités de travail au quotidien, notre labeur, la façon dont on gagne notre pain quotidien, qui a besoin de révolution, de changement, de réforme, et on peut voir et trouver vraiment des occasions, s'emparer d'occasions
pour faire croître notre activité professionnelle. Alors là, attention à la surcharge de travail. Je me le dis à moi-même parce que moi, ça va tomber dans la maison 6 pour moi. Donc, attention à la surcharge de travail parce qu'on peut être dépassé et avoir une telle boulimie. Et puis voilà, le réel nous répond. Alors on se retrouve avec plein de possibilités de développer notre travail. Euh, Dans la maison 6, il est question aussi de technique, d'amélioration des choses, de développement personnel. Hein. C'est la maison du développement personnel, la maison 6. Donc, on peut se retrouver avec l'envie d'apprendre de nouvelles techniques, de développer de nouveaux outils. Dans la maison 7, alors là, c'est l'altérité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en analogie avec la balance. Hein. Et c'est comment, en fait, on peut réformer nos relations. Comment on peut changer notre cercle relationnel. Et c'est une conjonction aussi qui va nous inciter à bien nous entourer, à nous entourer de personnes qui sont en accord avec notre besoin de changement profond d'environnement, de relations. Euh, et on peut bien sûr en profiter pour mettre en route dans cette maison 7 des activités importantes, significatives sur le plan social pour nous, sur le plan des partenariats. On peut aussi mettre un terme à des partenariats qui ne nous sont plus suffisamment porteurs et s'ouvrir à de nouveaux. Hein, là, vraiment, la notion de partenariat, elle est importante dans cette maison 7. Et de s'affirmer personnellement dans le cadre des relations. Dans la maison 8, ça va être notre capacité à co-créer qui va vivre des transformations, des réformes importantes. Alors, la co-création, elle se fait bien sûr à travers le couple, mais elle se fait aussi dans le travail. En tout cas, tous les espaces où pour arriver à une œuvre, on a besoin de la collaboration, de collaborateurs, tout ça, ça peut changer. Alors, la maison 8, c'est quand même aussi la maison du pouvoir, de la puissance personnelle aussi, comment on exprime ça. Donc, peut-être qu'on a besoin de manifester notre puissance personnelle d'une nouvelle manière et que ça peut avoir pour conséquence des rentrées d'argent inattendues, pourquoi pas des héritages aussi qui arrivent, quoi. Hein. Maison 8, on est quand même dans les thématiques de la mort aussi. Et donc voilà, d'un réveil du pouvoir personnel, de notre puissance. La maison 9, là on est sur une maison qui ouvre nos perspectives par des voies philosophiques, politiques, par l'enseignement que l'on reçoit ou que l'on donne. On a aussi une conscience vraiment qui s'ouvre à de nouveaux horizons, donc pourquoi pas l'étranger. Et il y a aussi quelque chose de l'idée de l'ouverture à une nouvelle posture sociale avec la maison 9. Et c'est une maison, vous voyez, il y a plein de sujets. Donc, il y a une idée ici avec Jupiter hein, et Uranus d'expansion sans limite. Donc, attention à ne pas vouloir prendre toutes les places aussi. Et de travailler sur nos croyances. Dans la maison 9, on travaille sur nos croyances personnelles, tout ce qui va être nos dogmes personnels. Donc, on peut recevoir comme ça quelque chose qui va être notre nouvelle raison de vivre avec cette conjonction Jupiter-Uranus dans la maison 9. Dans la maison 10, ben voilà, c'est un changement qui s'opère, qui se prépare, une réforme par rapport à l'environnement social et professionnel. Ça peut nous amener vraiment une concrétisation sociale aussi. On est vu, on est reconnu. On a une nouvelle place qui nous permet d'être vu et reconnu dans la société. Et on peut devenir un porte-flambeau par rapport à l'ordre établi. Hein. On n'est pas dans un truc... on se réforme personnellement pour accéder à une nouvelle posture sociale. Et on peut avoir une situation d'ascension assez fulgurante si cette conjonction, elle se passe dans cette maison-là. Dans la maison 9, bah, on devient le porte-parole, mais d'un esprit de réforme sociétale. Donc, vraiment, on travaille à faire en sorte que les choses avancent, mais pour un collectif. Et nous, on incarne ce truc-là. On le met à la portée de notre propre histoire. Et bon, ben voilà, je vous ai parlé de Judith Godrèche.
Je crois que c'est Geneviève hein, qui nous a dit que ça se passait dans sa maison 11. Donc, on voit un peu Oui. quel impact ça peut avoir. Personnellement, on devient le flambeau de quelque chose qui va avoir vraiment une incidence sur un collectif autour de soi. Et dans la maison 12, eh ben, alors c'est un appel quelque part à des activités introspectives. Alors, il y a aussi quand même une idée de préparer une nouvelle version de soi-même, parce que dans la maison 12, on est dans quelque chose de l'ordre de la gestation aussi. Euh, donc, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se met en gestation et qui appelle une profonde transformation intérieure qui va avoir forcément, parce qu'on travaille sur notre monde intérieur, sur notre imaginaire, sur la dimension de l'âme, eh ben, il y a une forme de croissance qui se manifeste à partir de ces thématiques-là. Et si vous avez une œuvre artistique à mettre au monde, mais qui est vraiment en lien avec ces domaines de l'âme, de la spiritualité, de l'art, hein, un art très profond, ça va forcément avoir il y a un appel, il y a des perspectives de croissance importantes dans ça, quoi. Dans tout ce qui est en lien avec les mondes intérieurs et les mondes invisibles. Marie-Pierre, waouh. Et il est midi 20, moi qui avais peur de ne pas avoir Oui, assez de choses à dire. Après, hier, je t'ai dit, bon, ça va, c'est pas grave si c'est pas trop long. C'est 2h20, bon, ça va, quoi. tout va bien. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Vraiment, c'était mais tellement profond, tellement riche. Et on voit, comme tu dis, que tout concourt, en fait, à ce que les choses arrivent comme ça, se résonnent, se répondent, s'appellent. Enfin, c'est, hein? Voilà, et c'est vraiment essentiel de considérer que les transformations, elles sont possibles tout le temps, d'accord? On n'attend pas que ça soit les planètes. Par contre, ce qu'on comprend à travers les planètes, c'est qu'on est prêt pour tel type de transformation. C'est ça Mm, qu'on lit. Après, mm, comment on s'empare de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Ok, mm. je suis prête pour vivre une transformation par rapport à ma posture sociale, mais comment moi je m'en empare et comment est-ce que j'essaye d'aller au meilleur de moi avec ça? Voilà, hein, c'est ça. On est acteur, on n'est pas spectateur des trucs, Des quoi. transformations. Oui, exactement. Merci, Merci merci. beaucoup. Mm. Merci Marie-Pierre. Merci pour votre participation parce que c'était très intéressant. J'ai trouvé de voir comme ça s'illustrer tout ça dans vos vies, quoi. Mm. Je n'ai pas parlé de moi, mais bien sûr que, Oui, oui, tu es que très ce que j'ai, concernée aussi. voilà, ça rentre en résonance avec ce que je vis et ce que j'expérimente, quoi. Mm. Merci. Et merci Cécile. Oui, Grâce à toi, nous avons rencontré Marie-Pierre. oui. Ah, c'est vraiment Un le immense merci, but Cécile. de Ouais, Sol un immense merci. Éphéméris, hein, c'est vraiment de faire rencontrer toutes ces petites lumières là, de tous les côtés et que ça remplisse tout le monde et que ça nourrisse tout le monde. Vraiment. Vraiment un très, très grand merci à toi pour Mm. favoriser ces rencontres, ces expériences. Et puis aussi, tu vois, cet exercice que moi j'ai trouvé assez exigeant d'écrire des articles dans un temps comme ça très réduit pour finalement réordonner ce qu'on fait. Euh, Moi, ça a été ça allait me chercher quand même, je dois le dire, parce que Mm. en écrire 5, c'est pas rien, quoi. Oui, oui, C'est oui, pas un peu, tu oui, vois. oui. Et ça va nous chercher sur la manière dont on met notre histoire en cohérence avec ce qu'on pratique, quoi.